Évolutique, un podcast lié à l'émission Le Millième Tour. Je suis Julien Pagnac et aujourd'hui, nous allons retracer l'évolution politique de Samora Curier, le créateur des contenus Le Moicast. Et salut Samo. Salut! J'espère que tu vas bien, merci d'avoir accepté cette invitation pour cette première de Évolutique. Ouais, merci de m'avoir invité. Franchement, ça fait hyper plaisir, en plus de parler de sujets un peu différents, enfin un peu différents. Ouais, parler de mon parcours et tout, en politique et tout, c'est pas tout le temps qu'on me pose des questions à ce sujet, donc je suis content d'en parler avec toi. Bah oui, on va retracer un peu ce parcours-là. Alors Samora, tu es déjà venu dans le millième tour. Ouais, Tu es ce qu'on pourrait appeler par ce terme un peu fourre-tout, créateur de contenu. Hein, on connaît ce oui, oui, terme. tout à fait. Tu crées, mais toi, ça s'applique bien à toi parce que tu crées vraiment des contenus différents. Ouais, Et on te connaît essentiellement pour, déjà, en ce moment, c'est pas mal tes revues un peu d'actu sur Twitch ouais, et sur Instagram par des petites vidéos courtes. ouais, tout à fait. Donc avec ta chaîne à la fois Instagram et Twitch et aussi sur YouTube d'ailleurs, le Moicast. Mhm. Et comme son nom l'indique, à la base, c'est un podcast. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai voulu toucher à plein d'univers, en tout cas de créations différents, toujours sur des thématiques qui m'importaient, c'est-à-dire parler des Antilles, des Outre-mer, là d'où je viens. Et quand on parle d'évolution politique, par exemple, mon podcast, le podcast audio que j'ai fait en premier, bah, il démontre vraiment, je trouve, cette radicalisation, n'est-ce pas, politique que j'ai eue à travers le temps. Ouais. Justement, on va parler de ça dans cette émission. On va retracer ensemble ton rapport à la politique tout au long de ta vie. On va parler de Ouais, tes souvenirs, les événements et les ouais. causes qui t'ont marqué, mais aussi peut-être comment toi-même tu as évolué. D'ailleurs, tu viens un peu de l'évoquer dans ce rapport à la politique à travers les années. Ouais. Et pour ça, Mhm. je vais commencer par la première question. Quel Ouais. est ton tout premier souvenir dans ta vie qui aurait trait à la politique, au sens large? Alors, mon tout premier souvenir, c'est un souvenir où j'étais très petit. Alors, pour vraiment bien expliquer aux auditeurs, donc moi, donc, je suis né, j'ai grandi en Guadeloupe. Et mes deux parents sont des militants politiques de base, militants politiques D'accord. très à gauche, on va dire, indépendantistes. Voilà, mon père a cofondé ou fondé le premier syndicat dans le monde de la santé, donc l'Union des travailleurs de la santé, l'UTS, Ok. une branche du GTG, l'Union générale des travailleurs guadeloupéens. Bref, donc mon père, un dirigeant de syndicat. Et ma mère, activiste et militante syndicale aussi. Et donc, moi, j'ai grandi avec bah, les grèves, c'est trop bien, lutter contre le système, c'est trop bien. C'est un peu ça, Ok. mes parents. Et donc, mon premier souvenir politique, c'est quand mon père m'amène sur un piquet de grève, mon père, sur un piquet de grève à l'hôpital à Basse-Terre. Donc, Ok. Basse-Terre, qui est le chef-lieu en Guadeloupe. Et en fait, j'arrive dans c'est un drôle de souvenir, parce que c'est entre le rêve et la réalité, parce que c'est vraiment, je dois avoir quoi, 5 6 ans. Ouais, ok, ouais. Et il m'amène avec lui, il porte sa blouse d'infirmier, parce qu'il est infirmier de profession. Et il m'amène avec lui sur le piquet de grève. Il y a tous les collègues qui viennent à la maison et tout, qui sont tous là et tout en train de chanter. C'est une grève très festive. Ça joue du tambour, qu'on appelle gros cas chez nous. Et c'est très, presque un peu carnavalesque, tout en étant revendicatif et tout, avec des pancartes devant l'hôpital, etc. Donc, ouais, mon premier souvenir politique, c'est une grève des salariés, enfin, de la santé à l'hôpital à Basse-Terre. Est-ce que tu te souviens des revendications de l'époque? Enfin, ou tu l'as appris peut-être plus tard, mais du coup, ça m'intéresse de... Franchement, non, mais je pense que déjà à l'époque, c'est des revendications de manque de moyens, Les choses qualité de malheureusement travail. classiques et toujours courantes dans le milieu de la santé.
comme dans Ouais, d'autres. c'est ça. Mais je me demande si c'était ça sur le peut-être que c'était pas ce sujet-là, mais je sais qu'il y a un gros sujet dont mes parents parlaient beaucoup, c'était le paiement à l'acte dans le monde de la santé, Ah. qui était pour eux un non-sens complet et mais je sais pas si c'était pour ça. Mais en tout cas, voilà, mais cette grève en tout cas, cette image de la grève je l'ai depuis, petit et elle m'a beaucoup suivi cette image. Bah déjà, t'as déjà répondu à pas mal de questions parce que j'allais Ah, enchaîner pour te demander. Non, non, mais t'inquiète, c'est nickel. J'allais enchaîner pour te demander justement si à la maison la politique était un sujet ah présent. oui. Alors je crois que là, les gens ont leur réponse. Ouais, ouais. Et donc, est-ce que c'était un sujet plutôt rassembleur, plutôt source de tension? J'imagine que tes parents étaient assez alignés. À la maison, bizarrement, bah, étant de gauche, ils s'embrouillaient tout le temps, hein. C'est vrai qu'il y a cette donnée aussi. Est-ce Oui, qu'il c'est ça. y avait des Donc scissions? oui, il y a des scissions dans la famille, il y avait une scission, hein, alors peut-être que ça va être un peu caricatural, donc maman, si tu écoutes, je veux dire qu'on en discute après. Mais je dirais qu'il y avait ma mère qui était plus dans une démarche panafricaine, D'accord. en disant: «Nous sommes, nous sommes afro-descendants, descendants d'esclaves, l'Afrique est notre horizon et nous devons, renouer des liens avec le continent africain, globalement, quoi». C'est un peu ça le Ok, truc. ok, ouais, Et ouais. mon père plus nationaliste guadeloupéen, Je vois, ouais. anticolonial, «Nous sommes guadeloupéens, nous avons une identité et nous devons décoloniser notre territoire pour en être, réellement souverain». Voilà, peut-être que c'est un peu caricatural, mais c'est un Oui, peu non, ça mais le on voit à peu près, effectivement. Mais c'est, de toute façon, c'est un peu de vision des choses qui partent du même constat et qui voient juste, on va dire, à terme un horizon vaguement différent. Mais ça reste ah la même oui, famille de pensée. tout à fait. Même famille de pensée. Et sinon, moi, à table à la maison, bon, on rentrait, on s'asseyait à table à midi, on sortait à 16 heures, tu vois, le week-end, parce Oui, que ben, autour de la table, ben, ça parlait de grands sujets d'actualité. À l'époque, c'était très autour de la Palestine. d'accord. Mes parents étaient persuadés sûrement que à table, le samedi midi, on allait trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Et ça durait. Et moi, j'étais là à les regarder, et pour ça qu'ils s'embrouillaient, vénère, tu vois? Alors qu'en fait, c'était juste une exercice de pensée, tu vois? Et ouais, Et ouais, pardon. non, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, à quel point est-ce que t'étais impliqué là-dedans? Alors, tu as dit qu'on t'a emmené sur un piquet de grève. Alors, les enfants qui se retrouvent ramenés sur un piquet de grève, c'est pas forcément pour les impliquer, mais plus pour des questions logistiques, on va dire. Ouais, ouais, Euh, mais est-ce que c'était quelque chose auquel toi, en tant qu'enfant, tu étais impliqué? Est-ce qu'on t'expliquait des choses ou est-ce qu'ils étaient plutôt dans une démarche bon, pour l'instant, c'est pas le moment, quoi. bah, c'était un peu, quand j'étais petit, c'était un peu simple, tu vois? C'était, ben, on va tous là-bas parce qu'on n'est pas content, quoi. C'était un peu ça quand j'étais petit, hein. Ouais, Il se passe un truc qui est pas bien, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, je n'ai pas lu les dossiers, j'avais encore une fois, 5, 6, 7 ans, en tout cas, tant que j'ai eu moins de 12 ans, tu vois? C'était des trucs très simplistes dans ma tête. Voilà, on se battait, parce qu'il y avait des gens pas gentils qui voulaient embêter papa et maman, quoi. C'était un peu ça, tu vois? ouais, Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à comprendre et on va dire que plus je grandissais, plus j'étais impliqué et plus je donnais mon avis et c'était trop cool de voir dans le regard aussi des parents cette fierté de dire: «Ah ouais, bon, on commence à avoir des vraies discussions avec notre fille, notre fils», voilà, vraiment c'était ça a évolué au fur et à mesure du temps. Je pense que les moments où j'ai commencé vraiment à prendre la parole autour de la table avec les parents. Ça a été bon, on était sous dernier mandat de Chirac, ouais. autour de 2005, ces émeutes en banlieue en France. Bah, j'allais parler Heu, justement de cette période. Bah, alors, il y a les émeutes, effectivement, qu'il y a eu dans l'Hexagone. ouais. À cette même période-là, je pense qu'on est à peu près au même moment. Moi, je me Mmh mh. souviens du très gros mouvement de grève dans les territoires français des Caraïbes. Mmh. Est-ce que ça, c'est un souvenir que tu as justement en ayant été là-bas à ce moment-là?
Alors, je sais pas si on parle de la même chose, parce que est-ce que tu C'était le parles des LKP, V... etc. Alors c'était 2009, LKP, c'est Ah d'accord, ok, 2009. ok, ok, je voyais ça Donc un peu plus c'est tôt. déjà Ok, Sarkozy. ok. Mais alors, intéressant, parce que moi, donc en 2009, moi, je suis plus en Guadeloupe, puisque j'ai mon bac en 2008. Et comme beaucoup d'ultramarins, ben, en 2008, j'ai mon bac, je prends l'avion, et je vais, sans trop savoir pourquoi, je vais en France, parce que j'ai pas de fac, je sais pas du tout. Pour moi, il faut y aller, quoi. C'est comme Ouais, ça, j'ai eu bah, mon je, bac, je il crois faut y qu'on en aller. avait parlé quand tu étais venu dans le Millième Tour d'ailleurs de Ouais, ça, de ce côté un peu, bah, la question, elle se pose même pas et c'est plus, ouais, euh, c'est plus l'inverse qui paraît être l'exception. c'est ça. C'est-à-dire que ben, j'ai des camarades de classe qui, eux, ont fait leur classe en Guadeloupe, mais qui ont fait les études supérieures en Guadeloupe, mais c'est c'est comme, comment dire, j'avais l'impression, comme ma grande sœur l'avait fait, que mes cousins l'avaient fait, en gros, je m'intéresse pas trop à ce qui se passe autour. Ma famille, ils font toujours ça, mais moi, je fais ça, tu vois. C'était un peu bébête, et en même temps, il y avait l'envie de découvrir, de s'émanciper de la maison familiale, de découvrir les galères dans les logements étudiants, de faire Ouais, des ouais, il y a, courses. y a- y a une envie, hein, il y a une envie chez les jeunes Ouais, c'est ça. Donc, de découvrir le métro et la pluie, hein, c'est vraiment c'est ça, une c'est ça. attirance. Une vraie attirance qu'on regrette effectivement assez rapidement, mais bon, bref. Et donc, ouais, donc je suis déjà en hexagone. Et en fait, en 2009, donc, les mouvements éclatent. Et moi, je suis à distance. Et je découvre, voilà, la situation. En plus, nous, on a accès aux chaînes antillaises à l'époque assez difficilement. Donc j'arrive à trouver des flux qui diffusent les négociations, parce que tout est diffusé en... Alors pour le coup, c'était une manif, une grève, 44 jours de grève d'affilée, comme ça. C'est un peu du jamais vu. Et tous les jours de grève, toutes les négociations sont filmées et retransmises par Canal 10, une chaîne locale. Et c'est la première fois qu'il y a un vrai moment de politisation. Je pense que beaucoup de gens se sont radicalisés aussi. Bon, le terme radicalisé, bon, c'est un terme qu'on emploie beaucoup. Il est un peu impropre, mais tu vois, beaucoup de gens se sont Je réveillés pense que dans politiquement. l'audience de cette émission, on comprend ce que tu Ouais. dis, hein. Et les gens se sont beaucoup, ont beaucoup ouvert à ce moment-là de voir ben, la structure du pouvoir chez nous, avec tous les grands patrons, tous ceux qui détiennent le pouvoir économique, mais sont tous soit béquets, soit hexagonaux, d'un côté de la table. Et de l'autre côté Béquet, de on la parle table, des descendants de colons, hein. esclavagistes. Ouais, Ouais. ouais, de colons. Et de l'autre côté, on a tous les syndicalistes, les pauvres. C'est des indo-descendants ou des afro-descendants. Et tu vois que notre société, en fait, elle est ségrégée, en fait. Et même si on avait cette impression-là depuis toujours, ben là, en fait, ça s'affiche devant nous et tout. Donc, moi, je vois ça, je regarde ça. Il y a des documentaires qui sortent, le dernier maître de la Martinique en même temps, qui nous explique un peu comment ça fonctionne dans les rouages de ce système et tout. Donc, on a plein de révélations, en fait, qui sont faites à Ouais. ce moment-là. Et du coup, de l'autre côté, en Hexagone, ben, il commençait à y avoir des mouvements pour soutenir les militants localement en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et tout. Et je participe à la première manifestation en tant que moi-même, quoi, sans suivre mes parents. Ok. Enfin, quoi que j'avais fait le CPE à l'époque, mais bon, c'était vraiment, pour être très honnête, la grève du CPE, j'étais surtout pour pas aller en cours. Ok. Voilà la réalité. Ouais, bah, au moins, tu as l'honnêteté de le dire. Ah non, non, mais j'ai pas, faut pas faire genre. Même si on était un peu révolté par le contrat de première embauche et le fait que ça allait précariser beaucoup de jeunes, etc. Très honnêtement, c'était, on sort, on va boire des coups, Bien sûr. voilà quoi. Et donc ouais, non, moi c'était ouais, ma première vraie manif où je vais dans la rue avec une pancarte, où je vais gueuler et tout. C'était avec ma grande sœur qui était aussi à Paris. Et on, et on manifeste avec pour le LKP Paris, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ce mouvement, là, pour remettre un peu de contexte, ce mouvement de grève générale dont tu as parlé, qui a duré une quarantaine de jours, c'est un mouvement qui a démarré en Guyane et qui s'est étendu à la Guadeloupe et à la Martinique, Ouais, effectivement, en 2009. ouais, Et, c'est ça. euh, et puis, bah, c'était grève contre la vie chère, hein, évidemment, et Ouais, contre les monopoles, justement, gérés par des familles béquets, et notamment
À l'époque, alors c'est marrant parce qu'on en parle aujourd'hui de cette compagnie, la CMA-CGM, Exact. qui aujourd'hui, par des filiales, possède même, si je dis pas de bêtises, c'est BFM TV, Ouais, c'est brut. ça, hein, ouais, et Brut maintenant, c'est Rodolphe Saadé. Ouais. Et en fait, ils avaient le monopole enfin, de l'acheminement en Électroexport. fait des conteneurs voilà, Ouais. qui allaient et venaient par rapport à la métropole ou autres sur ces C'est territoires-là, ça. et qui donc avaient toute la liberté de mettre les tarifs qu'ils voulaient là-dessus, et donc ça provoquait la vie chère, clairement. Alors, il y a la CMA-CGM, et puis il y a aussi donc là, eux, c'est l'acheminement. Mais il y a une partie de l'acheminement qui est CMA-CGM, mais une fois que les éléments arrivent sur le territoire, il y a de multiples entreprises détenues pour la plupart, pour la grande majorité, par les familles béquet, qui ajoutent leur petit prix sur le prix final du Ouais. produit, Et qui vont gérer la des marges, distribution en fait. voilà, c'est ça. Et qui vont donc gérer la distribution, le stockage, etc. Donc, ils vont ajouter aussi leur note sur le produit final. Et puis, tu as aussi un impôt qui est l'octroi de mer, qui est un impôt qui date de la monarchie, qui a pour but, soi-disant, de favoriser la culture locale, enfin la production locale face à l'importation. Mais en fait, les gens consomment malgré tout beaucoup de produits importés parce que on peut pas tout produire. Et donc, en fait, le paquet de pâtes, il coûte 3 fois plus cher, Ouais. etc., etc. Donc, en fait, cet impôt qui vise aussi à financer les collectivités locales, il grève beaucoup le budget. Donc, il y a un mix de pas mal de choses qui font que les prix sont trop élevés et que faire les courses, ça devient un casse-tête et voire un supplice pour beaucoup de familles. Et de plus en plus aujourd'hui, surtout avec des salaires moyens plus bas qu'en Hexagone. Mais quand on s'intéresse au territoire d'outre-mer et à ça, là, tu parlais d'un impôt qui date de la monarchie. C'est vrai que Mhm. il y a des trucs comme ça où tu vois des trucs vraiment qui datent de. Vraiment des trucs qui sont toujours en application depuis des temps Ah complètement ouais. révolus. Tu dis, mais c'est fou, quoi. Enfin, c'est limite s'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver, vous demander du sel. Enfin, Ouais. Ouais, ouais, non, un impôt sur le mais c'est sel, non, machin, tu te dis, mais mais oui, ah bon, ça existe encore, ça? mais c'est très réel ce que tu dis, hein. Parce que, par exemple, un truc tout bête, tu vois, mais pourquoi est-ce que toute notre économie est basée sur des relations avec l'Hexagone alors qu'on est dans les Caraïbes, on est près des États-Unis, près de l'Amérique du Sud, etc. Et Ouais. pourtant on fait tout avec la France. Ça remonte aussi à la monarchie et la colonisation. C'est l'exclusif colonial, c'est-à-dire que la France décide que il y a une relation exclusive entre elle et ses colonies pour pouvoir avoir la primauté à l'époque, sur le sucre, sur euh, la banane, sur le coton, sur toutes sortes de choses qu'on pourrait Ouais. produire dans nos territoires. Et en fait, c'est resté quelque chose de tout à fait habituel. Et donc, il n'existe de relation réelle économique qu'entre la France et ses colonies, et très très peu de liens entre les ex-colonies et les autres territoires. Et il y a plein de choses comme ça, le fait que tout le monde parte étudier en hexagone, parte travailler en hexagone, alors que le monde est grand et qu'on pourrait aller partout, ou alors même rester là où on est. Ça remonte aussi au Bumidum, qui est de 63. Et déjà, même avant 63, il y avait déjà cette tendance au départ. Mais elle a été renforcée et c'est devenu une habitude et devenu une règle presque. On va remonter un tout petit peu en arrière parce que je t'avais ouvert cette brèche là, mais du coup c'était très Ouais, intéressant de parler de ça parce que les gens s'en souviennent pas forcément. ouais, Mais tu as parlé du moment où tu t'es un peu affirmé, on va ouais, dire personnellement, politiquement. Donc on ouais, remonte de 4 ou 5 ans en arrière. Tu as parlé de l'époque de ce qu'on a appelé les émeutes, hein, de 2005 ouais, en ouais. France. Alors j'allais dire sous Nicolas Sarkozy, on était encore sous Chirac, hein, mais dans notre tête on Sarkozy était sous était Sarkozy, hein. direct, ouais. Chirac était déjà un peu en train de lâcher la rampe, et Sarkozy, ministre de l'Intérieur, gérait à peu près tout. C'est quoi tes souvenirs de cette époque-là, et pourquoi est-ce que tu dis que c'est le moment où tu t'es vraiment affirmé personnellement? Parce que d'un coup, je voyais des gens de mon âge, donc bon, vas-y, Ziad et Bouna, on avait à peu près le même âge, je crois que c'est des gosses, tu vois. Ouais.
Je sais plus quel âge ils avaient exactement, mais je crois qu'on était 15 dans les ans, 15 ans. 15 Ah et oui, 16, il me ouais, voilà. semble. Ouais, donc voilà, donc c'est carrément ma génération, 90, qui se font tuer. On dit que c'est des criminels. Comment ça, des gamins de 15 ans, c'est des criminels? En plus, voilà, des gamins qui me ressemblent, qui ressemblent à des gens que je connais. Même si j'ai pas de lien avec les cités, les banlieues françaises, parce que souvent on associe, tu sais, quand on me voit, quand on voit des Antillais, il y a un truc naturel d'associer à la banlieue, mais moi j'ai grandi à la campagne, tu vois, donc Oui, c'est quand même 2 mondes qui sont assez, ça dit éloignés et beaucoup de choses, le pourtant fait qu'on fasse le lien aussi, hein. oui, oui, c'est ça, Et le ça fait dit que tu beaucoup. te l'appliques à toi-même. Exactement, tu tout voilà, parce que moi, ben, finalement, malgré le fait que je suis un jeune, noir de la campagne guadeloupéenne, bah, en fait, mes préférences, c'est le rap français, c'est les banlieues, je connais un peu, enfin, l'image qu'on nous en envoie. Et donc je dis: «Mais comment ça, je vois De Villepin?» Bon, maintenant tout le monde adore De Villepin, mais De Villepin quand même qui dit que c'est des criminels. Sarkozy qui dit pique-pendre sur les 2. Et puis finalement on apprend petit à petit que pas du tout, bah, en fait, ils ont été poursuivis par des flics Pendant et puis comment ils 48 sont heures, morts. pendant 48 heures, c'était suite à un cambriolage qui n'a absolument Ouais, jamais, qui n'a jamais existé. Et c'était la exactement, parole tu vois? officielle du ministre de l'Intérieur. C'est horrible, c'est un mensonge d'État, enfin c'est scandaleux, tu vois? Et heu et en fait, à ce moment-là, il y a pas mal de rappeurs aussi qui prennent la parole, il y a des morceaux qui sortent et tout et en fait, ouais, je pense que c'est ce moment-là où je commence à me dire, bah, nous les jeunes, on n'est pas juste là pour regarder les parents parler, autour de la table. On peut aussi, dire: «Bah, nous on a des choses à dire là-dessus, en fait. On a des Ouais, trucs à dire, on n'est pas d'accord, on n'est pas content et heu et heu» nos vies, elles valent quelque chose aussi. C'est parce qu'on vote pas, qu'on paye pas d'impôts, c'est qu'on ne peut ça. pas parler et surtout, quand on parle de racisme, parce que là, on parle clairement de racisme, systémique, quand on parle de violences policières, on a tous notre mot à dire et personne ne peut me dire que j'ai pas à m'exprimer et encouragé aussi par ma famille, parce que voilà, j'ai pas non plus une famille qui m'empêchait de m'exprimer, hein, c'est une chance, hein. Ben, c'est là que j'ai commencé à parler de ces choses-là, à table ou avec d'autres et à plus me dire, «Je suis légitime à parler de politique même si j'ai pas lu 15 000 bouquins», tu vois? Est-ce qu'il y avait en Guadeloupe un mouvement qui a suivi ce qui se passait dans l'Hexagone ou pas? Mmh, alors, ce serait compliqué pour moi. Je vais pas dire non catégorique parce que si je suis Tu écouté t'en par des gens souviens pas? qui, voilà, je m'en souviens pas. Ouais, ok. Je veux pas dire de bêtises, mais moi, je m'en souviens pas. Et en tout cas, t'as pas participé, on va dire, physiquement. Non, de mon côté, c'était vraiment individuel et Ouais, c'était ouais. plus, bah, en fait, Face aux je infos, peux quoi. parler de ça, et je peux, j'ai pas à être comme, comment dirais-je? À être inactif, face à l'actualité. Je peux aussi la critiquer, l'analyser, juger si oui ou non je prends ce qu'on me dit pour argent comptant. Tu vois? Être plus acteur de ma politisation, tu vois? Est-ce que à l'époque, tu as Internet à la maison? Moi, j'ai l'internet super tôt, Ouais. enfin T'es super team. tôt. Je pense par rapport à l'Hexagone, je sais pas, exactement, mais fin des années 90, on avait Ça reste tôt, déjà, hein. ouais, ça on avait déjà l'ordinateur. Mon père, c'était un geek Ouais. et on avait un Macintosh, on a eu un Macintosh super tôt. Enfin, il ramenait toujours un truc à la maison, tu sais, Ouais. «Ah, j'ai trouvé, faut que je vous montre ce truc-là et tout machin», donc oui, ordinateur, internet assez tôt à la maison, ouais. Et donc, est-ce qu'on va dire que tu as une utilisation aussi politique, je sais pas comment formuler ma phrase, mais à l'époque, est-ce que tu vas te servir d'Internet pour... alors, on est dans le début de l'Internet, hein, on n'est pas dans le web 2.0, il n'y a pas YouTube, Ouais, etc. ouais. hein. Mais est-ce que via, je sais pas, des forums, les sites de presse, etc., est-ce que ça te permet d'avoir une fenêtre sur ce qui se passe ou est-ce que ça reste quand même globalement la télé? C'est arrivé plus tard. Ok, On va dire que moi, mon usage internet était très réglementé puisqu'on avait des dates à la minute. bien On sûr. n'a pas à la minute, à l'heure. Ouais, ouais, On avait ouais, des à l'heure. CD-ROM, fallait qu'on mette et tout pour avoir accès à un certain nombre d'heures, avec Wanadu et tout machin. Tout à fait. Ouais, donc pour afficher une image déjà,
Genre, moi, mon truc, c'est d'aller sur des sites de Street Fighter. Bon, moi, je suis quelqu'un de la fighting game community. Moi, j'ai mes jeux vidéo, au début, c'est Street Fighter, King of Fighter, tout ça, Ok, tu vois. ouais. Donc, j'allais sur des sites et je téléchargeais des images que j'imprimais, que je tweetais dans un carnet. Je faisais pareil avec des trucs de Pokémon ou de Zelda. Moi, j'étais Nintendo, moi. Voilà. Ouais, moi, j'ai fait ça avec Street Fighter, puis avec les comics Marvel et tout. Donc, j'ai pas été. Moi, c'était vraiment un usage récréatif. Ouais, ok. En gros, mes parents me mettaient devant l'ordinateur et puis amuse-toi pendant une heure et demie. Et en fait, la partie politique, ça a commencé avec le piratage, Ah, où j'ai commencé, bah, parce que j'ai pas d'argent et que j'allais voir des films, à t'inquiète, pirater des t'inquiète. films. On va pas le dire. Ouais, à pirater des films. Et puis à aller sur un truc qui s'appelle IRC, Bien sûr. qui est un client de messagerie, qui en fait pouvait être détourné pour faire du téléchargement de masse. Ah ouais. Donc je téléchargeais vraiment massivement des albums, des trucs et tout, des films et tout. Je regardais même pas toujours. J'avais vraiment des disques durs de contenu que je consommais même pas vraiment, mais que je pouvais le faire, donc Tu parlais un peu aussi de politisation par le rap. ouais, Peut-être que, enfin, du coup, ça te permettait aussi de télécharger peut-être des albums, des choses comme ça, et ouais. d'avoir à une époque où bien sûr il y a pas Spotify et compagnie, et que si t'as Ah pas ouais, ouais. de l'argent, parce que voilà, ne serait-ce qu'acheter 5 CD, ça commence déjà à dépasser largement l'argent de poche en général. Bah ouais, ouais. Moi, franchement, les premiers sons de rap français, moi j'étais beaucoup rap US par rapport à la proximité, etc. Mais ouais, mes premiers albums de rap, IAM, NTM, c'était c'est aussi par là que tu apprends une réalité des personnes minorisées en hexagone, dans les banlieues. Tu découvres ce que c'est que le contrôle aux faciès. Tu découvres que en fait il y a des fachos qui font des ratonnades dans le métro dans les années 90 et tout. Enfin, tu découvres toute une histoire, tu vois. Ouais, Et en même temps, les années 2000, ça a été un peu un tournant aussi, où on est passé d'un rap qui était très militant et engagé, j'ai l'impression, à un rap plus bling-bling et gangsta. totalement. Ouais. Il y a eu un virage, ouais, un peu avant 2010. Voilà. Donc, on va dire que je suis arrivé à un moment où, en gros, si on prend l'exemple Booba, tu vois, on quitte Lunatic pour entrer dans le Booba gangsta rappeur et tout. Donc, j'ai eu les deux, tu vois. J'ai eu à la fois le rap conscient et le rap un peu plus ignorant, mais un peu plus festif, un peu plus scénarisé, dirons-nous. Oui, Et donc, ça a aussi impacté ma vie parce que il y a un moment de ma vie où j'ai été un peu moins, on va dire, un peu moins militant, quoi. J'ai eu un moment de shift, quoi. ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter la toute première fois que tu as voté? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu avais hâte avant? Comment est-ce que tu as vécu la chose? Et pourquoi pas nous dire pour qui tu as voté, pour qu'on te juge un peu? Ouais, ouais, ouais. Ma première fois où j'ai voté. Alors, je vais être un peu taquin. Ok, La première vas-y. fois que j'ai voté, c'était au lycée pour le délégué de classe. Non, Ah, mais non, mais très, très intéressant. non, mais c'est rigolo, tu vois. Mais En en plus, vrai, la première fois, j'ai oublié de l'inclure à mes questions. Je voulais inclure une question aussi sur le sujet des délégués de classe. bah, j'ai été Je le délégué de ferai pour les classe prochaines plusieurs émissions, années. hein, c'est l'intérêt du pilote aussi. Ouais, j'ai été délégué de classe pendant plusieurs années, Ah, d'ailleurs, quand j'étais au collège et tout. Non, non, en vrai, je pense que la première fois que j'ai voté, c'était pour François Hollande. ouais. Éternel regret. Dès le premier tour, donc en Euh, 2012. ouais, 2000. Non, non, pas premier tour, je votais au second tour. Je suis pas Ah voté oui, au ok. premier tour. Ensuite, Bah, regret, regret, 2000. c'était face à Sarkozy, hein, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, mais en fait, finalement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il est pas si différent que Sarkozy. Ouais, Mais bon, ouais. ce sera un plus large débat, mais il a participé franchement à la droitisation du pays, je trouve. Et en fait, ce système de vote au présidentiel où finalement on vote pour un représentant du capitalisme ou un VRP des banques et des grandes fortunes.
Ah oui, totalement. Je commence à être un peu saoulé par ça, je vais pas te mentir, Ah oui, je t'inquiète. voilà, je commence à être un peu saoulé par ce système, qu'on vote plus pour une tête et un mec qui porte un Voire costume même comme ça des contre, hein. ouais, voilà, Au final, second tour, on se c'est tout retrouve ça, souvent en plus. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas voilà, voté pour au second tour. c'est ça, donc c'est un peu difficile, et je comprends mes amis anarchistes, je comprends mes amis communistes révolutionnaires, quand moi je peux pas dire à quelqu'un qui vote pas, «Ah tu tu pas honte?» Ouais. Moi je suis pas comme ça, moi je suis pas un mec comme ça, je comprends. Et puis, mais les votes qui ont compté pour moi par contre, c'est, alors, donc il y a attends que je dise pas de bêtises parce que les dates, Mélenchon, Fillon, c'est 2017. 2017 donc T'inquiète, si on parle ancien d'élection nationale, je pense que je suis incollable, donc tu peux y aller, je te ouais, rectifierai s'il y a besoin. OK. Donc la 1re élection Macron, C'est ça. au départ, moi je suis dégoûté donc par Hollande et je me dis: «Bon, ben, je vais pas voter et tout» et il y a un mec qui arrive que j'aimais pas trop d'ailleurs au départ, parce que j'avais vu sur les plateaux télé et tout, et qui m'avait semblé être comme les autres et c'est Jean-Luc Mélenchon Tiens donc. et je me fais embarquer en fait en 2017, Ok. par la campagne, par son équipe qui a changé depuis, hein, c'est plus les mêmes personnes exactement aujourd'hui, mais C'est un peu varié, ouais. heu, ouais, les gens du parti de gauche et cetera, Alexis Corbière à l'époque, tout ça, tous ces gens-là, leur discours, me parle vachement et je me dis: «Ah peut-être que je vais voter» et je suis la campagne et tout et j'y vais et je vois on fait un beau score, tu vois? Bon 19. évidemment, non ouais, on passe pas 19%. loin, voilà, et du coup, à ce moment-là, je deviens vraiment, un Mélenchon zouze. Ouais. Puis, 2022, il y a les législatives entre les 2, je vote pas aux Législative de législatives. 2017. À ce moment-là, tu t'es inscrit en Guadeloupe ou t'es inscrit. Ouais, Ok. je suis en Guadeloupe et puis, je sais pas pour X ou Y raison, j'avoue, que je vais pas, je vote pas en 2 pour les législatives. Ouais, ok, non, non, mais. Non, mais il y a pas de problème. Enfin moi, il y a pas de souci avec ça, je dis pas ça en fanfaronnant, hein, je dis juste, les des faits. Et puis en 2022, là, par contre, je suis vraiment à fond, dans la campagne et tout, j'en parle autour de moi et cetera. Donc en plus, en 2022, j'ai 32 ans, donc je suis un homme, quoi, qui fait ses choix et qui est beaucoup plus autonome et là, je vais full balle, France insoumise et tout. Ouais. Donc pareil, je vote, législative, je vote. Heu et puis il y a un tournant aussi, avec, la grenade dégoupillée là, Ouais, bah oui, avec la heu, dissolution, ouais, le c'est ça, NFP et compagnie, là, on est beaucoup plus c'est ça récemment, mais ouais, c'est sûr que là, il y a eu et beaucoup je te plus dirais que d'engagement. tu me demandais qu'est-ce qui avait compté le plus pour moi, mon premier vote, comment j'avais machin, mais en fait, le truc où j'ai été le plus conscient d'avoir un impact, Ouais. c'était en 2024. En fait, peu importe ce Ouais. que j'ai fait Ouais, avant, ouais. Je comprends. le vote où j'ai l'impression de vraiment c'était ça ou la mort presque, tu vois? Ouais. Pour moi et plein de gens, c'était là. Ah, il y avait vraiment, je me souviens, hein, une sensation d'urgence hein, qui avait émané Ouais, de cette fameuse soirée du résultat des européennes, suivi du discours de Macron qui dissout. Vraiment, tout ça s'est passé le même ouais, soir. c'est C'est ça. et en fait, on a tous vu Bardella Premier ministre dans les 3 semaines à venir, quoi. Donc, Ah ouais ouais, et quand j'y repense, tu vois, je me dis que j'aurais pu être macroniste, en fait. J'ai eu un moment de ma vie où j'ai eu ce truc, de le système, nous les noirs, les arabes, les personnes, minorisées et cetera, le système politique, il est vicié, il marche pas et en fait, la réflexion, c'est pas de dire: «Il faut le remettre en question», c'est: «On va s'en sortir par l'entrepreneuriat» et je connais ouais. beaucoup de gens, Ah beaucoup oui, de oui, oui, potes qui sont tombés dans ce piège. complètement. Et en mode, il y a même un article,
où je suis cité dans les Échos, où je dis il faudrait un statut jeune entrepreneur qui nous permette de nanana. J'ai vraiment été un peu matrixé par ça pendant un an ou deux, tu vois. Ouais, non, mais, bah, ouais, mais c'est compréhensible, effectivement. Hein. C'est une des manières de rejeter des années de foutage de gueule. On se dit, on va s'en sortir par un autre bout, quoi. Ouais. Et c'est vraiment en 2017 où, en fait, j'écoute, je regarde un peu le truc. Je me rends compte que Macron, en fait, le mec, il est arrivé, le mec, il a pas d'idée, il a pas de programme, il parle de rien. Et tout le monde le survend dans les médias. Je me dis, mais ça sort d'où? Il sort d'où ce mec? Il a popé dans la map. Il n'a pas d'idée, il n'a pas de projet, à part Startup Nation. Alors, même si je me reconnais peut-être dans l'entrepreneuriat parce que j'avais envie de faire ça et tout, mais en fait, on parle de gérer un pays, c'est pas une entreprise. Et en fait, j'ai une sorte de réflexion. Je me dis, mais c'est n'importe quoi, ça vient de se passer. Il y a un random qui arrive, nous raconte n'importe quoi et tout le monde est prêt à sauter dans ses bras. Et en plus, truc suspect, je regarde un débat, il est d'accord avec tout le monde. Ouais, ouais, Je dis, ouais. c'est quoi ce débat où il dit Fillon, vous avez raison, Mélenchon, vous avez raison, nanana, vous avez raison. J'ai dit, mais attends, mais frère, mais t'es quoi, t'es qui, toi? C'est quoi, tu penses quoi, toi, en fait? Moi, je renvoie souvent, Et- à cette époque-là, je renvoie souvent les gens. Alors, plus le temps avance, plus c'est pertinent de le faire. À l'époque de la campagne de 2017, donc Ouais, Macron, et d'ailleurs, c'était même avant qu'il se déclare candidat. Lui, ouais. officiellement, il animait son mouvement En Marche, il avait quitté le gouvernement, et bon, bah voilà, et la présidentielle, pour l'instant, c'est pas le moment de répondre quand on lui posait la question, mais voilà quoi. Il était allé sur Mediapart. À Ouais. l'époque, ils avaient pas de, Oui, à l'époque, ils avaient pas de plateau Mediapart, c'était vraiment des chaises ouais, posées au milieu de la rédac. Et il y je me a une rappelle de ouf. émission, ça y est encore sur YouTube, une émission d'1 heure et demie sur Mediapart où il est interrogé par plusieurs journalistes. Ah ouais. Et là, tu l'écoutes et tu te dis, enfin, tu vois, il parle des banlieues, il parle de la colonisation, enfin, il parle du racisme, il parle de plein de trucs où tu te dis, mais en fait, ouais, mais c'est Il me semble qu'il parle de Marx, en plus, même. de Mars. Je Peut-être, crois, hein. peut-être. Mais en tout cas, il Peut-être que j'ai parle une de. bêtise, mais à un moment donné, il dit un truc, il dit des trucs de gauchos pour se faire aimer par les Ben, gauchos, c'est quoi. ça. Il est sur le plateau de Mediapart, donc il s'adapte à son auditoire. Mais même voilà, aujourd'hui, on le mettrait sur le plateau de Mediapart, il dirait pas des telles choses. Et vraiment, tu l'écoutes et tu te dis, bon bah, c'est au moins un socialiste, quoi. Si Ouais, tu ouais. l'écoutes et que tu tu connais pas forcément plus de choses. Quand tu t'intéressais un peu plus à la politique et que tu voyais son action au ministère de l'économie, etc., t'étais pas dupe. Mais ça, c'est assez fou et je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui se soient retrouvés là-dedans, des gens qui aient décidé de voter pour lui en opposition au quinquennat Hollande, en opposition à la droite, en se disant allez, Oh on, non, on mais avance. Est-ce que c'est pas un peu la façon de voir les choses du nouveau millénaire? Est-ce qu'on non, mais retrouve. Macron, c'est un menteur. C'est vraiment les politiques qu'on n'aime pas, la caricature de politique qu'on veut pas, qui racontent n'importe quoi, qui trahit les espoirs des gens. Mais c'est typiquement ce type, en fait. Il est fait de ça complètement. Et beaucoup de gens sont tombés dedans, et aujourd'hui n'assument plus trop, font comme s'ils avaient toujours été opposants alors qu'on était là, on vous a vu, les gens. Mais ouais, ouais, non. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, quand il avait été élu, en 2017, pardon, j'avais fait un tweet à l'époque en mode, mais quoi, mais Macron, mais vous êtes trop teubé ou quoi, machin. Et j'avais une personne de ma formation à l'école qui m'avait dit, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, t'es un haineux et tout, machin. Et maintenant, je vois cette personne sur Facebook poster les pires trucs presque complotistes sur Brigitte Macron. Et Ah oui, donc, d'accord. moi, Bon, je dis, ah ouais, d'accord, ok, ok. Ok, ouais, il y a ok, des gens comme ok. ça. C'est. Ouais. Ok, ok. Mais il y a des bonnes surprises dans l'autre sens, j'y pense parce que je vais pas souvent sur Facebook, mais parfois j'ai un truc à checker et du coup je m'y retrouve et je me retrouve à scroller. Et j'ai vu un ancien collègue qui était très, Ouais, très, très, très neutre politiquement et quand tu donnais un peu des avis, c'était plutôt un peu de droite et genre, je répète ce que j'ai entendu à la télé, c'était un peu bof. ouais, J'avais pas trop de nouvelles et puis ouais. j'ai vu son profil et puis j'ai vu voilà.
Palestine, des extraits de LFI sur les plateaux, des trucs comme ça. J'ai fait, Ah oh, ouais, ouais, donc ouais, bien. tout peut arriver. Ah oui, oui, non, mais c'est pour ça, tout peut arriver. C'est souvent pas dans ce sens-là, hélas, mais Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien évolué quand même. Bah, franchement, je, je trouve que une des vertus enfin, je pense qu'a eu le macronisme, c'est que je pense pas que le macronisme soit reproductible. ah bah, J'espère, on le en tout constate, cas, hein. On le constate mais j'ai là, et l'impression ouais, que, ouais, ils ont tellement cassé le truc ouais, que je pense que les gens ne se laisseront pas berner une deuxième fois. Enfin, j'espère, en tout cas. ouais, c'est sûr. Euh, Dernier rax un petit peu là, parce que tu es pris par le Ouais, temps. ouais. Quand est-ce que tu, alors, ouais, quand est-ce que tu débutes le Moicast? 2018. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, 2018. C'est parce que je faisais un podcast. Alors moi, alors je sais pas si ça te parle. Peut-être que tu es un mec d'internet, mais Je suis vraiment un mec le d'internet. studio 404, ça te parle ou pas? Alors, je suis un mec d'internet, mais alors ça, ça a toujours gravité autour de moi sans que je comprenne exactement ce que c'est, pour être tout à fait honnête. Ok. Alors Studio 404, c'est un podcast de tech, mais de tech sous un angle qui n'était pas fait beaucoup à l'époque, d'un angle lifestyle, d'un angle analyse de société, pas lifestyle, analyse de la D'accord. société numérique. Ok. Comment, en fait, en gros, on dit tout le temps Internet est la vraie vie, mais le truc, c'était l'Internet, c'est la vraie vie. Et donc, comment Internet impacte la vie de chacun. D'accord. Voilà, ça a duré plusieurs épisodes, enfin, même des. Tu vois qu'il y a eu plus de 100 épisodes, Studio 404, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et il y avait dedans la MUA, Fibre Tigre, Daz, Mélissa Bounois et Sylvain Palais. Donc, c'est des gens qui faisaient ce podcast. Et donc, moi, j'écoutais ça. J'adorais ce podcast tech. Et au point où ils ont commencé à monter un peu leur communauté. Ils ont monté leur label qui s'appelle Qualité. Aujourd'hui, on les retrouve beaucoup dans Game of Roll avec Mister Ok, MV ouais. sur Twitch. Ouais. Et, euh, et donc, ils montent leur label. Et là, avec la communauté, on se dit, ah tiens, pendant les vacances, on font pas de podcast. Ce serait trop bien qu'on fasse un podcast et tout. Donc un podcast de vacances, quoi, pendant qu'ils sont pas là, pour maintenir quand même Ok. l'intérêt et tout. Donc on fait Studio 405. Et puis après, on dit on pourrait l'appeler par un autre nom. Après le deuxième épisode, on fait ouais, on l'appelle l'école des FAQ. Voilà, donc ça devient un podcast un peu tech, un peu on répond aux questions des gens sur la tech. Je fais ça pendant 2 3 ans, 2 ans. Finalement, ça dure, tu vois, ça devient son propre truc. D'ailleurs, les gens de qualité voient ça d'un œil plutôt positif, pas positif. Ben, ils sont un peu dubitatifs quand ils regardent ce qu'on fait, mais voilà. Et puis, un jour, je propose de faire un podcast sur la tech comme, entre guillemets, échappatoire ou voie de succès pour les personnes minorisées. Et notamment quand on voit que beaucoup de patrons d'entreprises tech sont d'origine indienne, ou que la tech mobile se développe en Afrique beaucoup, etc. Donc, je voulais faire un sujet là-dessus. Et sans avoir vécu de racisme, pas du tout, parce que c'est des gens super sympas à qui je faisais ça, mais j'ai senti un désintérêt, tu vois, sur le sujet quand j'ai proposé ça à Ok. l'équipe. Et tu vois, ça m'a pas non plus choqué, je m'y attendais, pour être très honnête, mais voilà. Et je me suis dit, mais en fait, il faudrait pas, j'ai pas envie d'avoir à proposer ce genre de truc et essuyer les désintérêts. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle, quoi. Ouais. Et donc, mon idée, c'est de faire un podcast de tech, mais basé sur des sujets liés aux personnes minorisées. Donc, tech et personnes LGBT, l'IA et le racisme, les biais racistes de l'IA. Enfin, des trucs un peu, tu vois, des sujets Ouais, carrément. un peu comme ça. Le jeu vidéo africain, le jeu vidéo en Amérique du Sud. Enfin, des sujets un peu comme ça. Et en fait, je commence à travailler là-dessus. Et en fait, au même moment, j'ai une sorte de retour de choses de ma famille. Comme je t'ai dit, j'ai grandi dans une famille militante aux Antilles et tout. Et je me dis, mais en fait, est-ce que j'ai envie de parler de tech? Est-ce que j'en ai pas un peu rien à foutre en vrai de la tech? Ok. Est-ce que c'est pas un prétexte
pour parler de mes engagements familiaux, de mon rapport à qui je suis, de mon identité et tout. Et est-ce que je suis pas en train d'essayer de rentrer dans un moule, encore une fois, en prenant un sujet mainstream et tout? Et en fait, moi, ce que je veux faire, c'est un truc de niche et juste parler des Antilles, des Outre-mer, en fait. Est-ce que c'est pas ça, en fait? Et en fait, c'était ça. Trop bien. Et donc, Ok, j'ai dit ok. fuck les microprocesseurs, les machins, les trucs, je m'en fous. La Je vais prise de parler conscience. des Antilles. Ouais, voilà. J'ai fait un podcast anti machin. Et donc, quand je te dis qu'on voit l'évolution, c'est qu'en 2018, je suis encore un peu pétri d'entrepreneuriat machin. Donc, on va dire que les premiers épisodes parlent un peu de ça encore. Mais déjà, le deuxième, je suis avec une amie qui est chercheuse sur les questions de genre et tout. Donc, j'essaie de faire le wokiste, tu vois. Bah, Mm. tout à ton honneur, hein, surtout en 2018, c'est un peu le début du post-MeToo. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'ai des amis qui ont un podcast qui s'appelle Le Chip, qui est un podcast aussi afro. Ah, j'ai déjà vu ça passer. Ouais, c'était un podcast qui était le podcast afro-français. Ils avaient Mm. énormément de succès. Ils étaient produits par Binge Audio à l'époque. Ils avaient Ouais, aussi un truc ouais. chez Arte Radio. C'était un peu mes restats, tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est mes potes. C'est trop bizarre de comment ça évolue le truc et tout. Bisous d'ailleurs à Kevin, François, Mélanie, puis Joey et compagnie. Enfin, tous les gens qui m'ont inspiré, tous les podcasteurs caribéens, afro qui m'ont inspiré. Grave. Et en fait, ils m'ont grave inspiré pour lancer mon truc et tout. Et en fait, petit à petit, mon podcast s'est un peu débarrassé de ce faux vernis lifestyle, entrepreneur, motivational et tout. Et au bout de, je sais pas, peut-être 10 épisodes, j'en ai fait 60 au total des épisodes. Ouais. Et au bout du 10 épisodes, ben là, on est full passé dans quelque chose de beaucoup plus profil militant, profil politique, etc., jusqu'à en faire un documentaire qui s'appelle Ok. Casse-Code, où je parle des indépendantistes, de mon père, etc. Ça, Et c'est dispo encore aujourd'hui? Ouais, ouais, c'est dispo en podcast, par Ok, ok. épisode, en 4 épisodes. Donc, dans le flux du Moicast, donc vous le trouvez, vous tapez Casse-Code Moicast, vous allez trouver Kaskod. Et sinon, il est en version 1 heure, en un seul fichier, sur ma chaîne YouTube. Et je continue à recevoir des gens qui me disent: «Ah ouais, j'ai découvert ton truc et tout machin». Et Trop bien. c'est voilà, c'est un podcast, un documentaire que j'ai fait en 2020. Ok, ok. Et Mm. du coup, vas-y si tu veux rajouter un truc. Non, non, c'est tout, c'est tout. Ok. Et du coup, toi, comment est-ce que tu te sens changé par rapport à tes débuts, justement? Bah là, tu l'as un peu abordé, hein, t'es parti en créant le Moicast et on va dire, en commençant un peu une parole publique Ouais, avec, comme t'as dit, l'espèce de fibre entrepreneuriale, un peu ouais, ouais, cette mentalité-là. Comment est-ce que tu ouais, vois ton évolution depuis 8 ans? ouais. Ben, ça correspond aussi à une quête un peu identitaire pour moi, c'est-à-dire, j'ai tout ça, c'est chercher à comprendre qui je suis et quel est mon rapport au monde, en fait. J'ai vraiment évolué, vraiment changé. C'est-à-dire que moi, contrairement à beaucoup de gens, par exemple, qui ont grandi dans des familles de racistes ou dans des familles de droite, moi, j'ai pas eu à me battre pour mes convictions. C'est-à-dire que je suis né dans une famille où mes convictions étaient partagées, où mes parents m'ont appris à la tolérance, le respect de l'autre, le partage. Mon père me parlait tout le temps, tu vois, on parlait de Marx, mon père en parlait de Marx, de Trotsky, Ah ouais. de ce que c'est que mon père a été maoïste pendant longtemps, donc on parlait du maoïsme. Euh, enfin, j'ai été abreuvé de militantisme petit et j'ai fait un peu le chemin inverse en me disant ouais mais ça va peut-être me desservir et tout. Et en fait j'ai un retour depuis 2018 de tout ça, de me rapprocher des combats politiques de mes parents, de mieux les comprendre, de pourquoi ils ont fait ces choix-là. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. J'avais un peu honte parfois de mes opinions politiques, tu vois, un peu peur de les partager, un peu peur de sortir un peu trop du lot, me bloquer, etc.
Et je dirais que ce travail de réappropriation de cet héritage politique, de le comprendre mieux, de le valoriser et de me battre pour ces idéaux, enfin me battre à mon échelle, Oui, bien bah, en sûr. fait, ça m'a rendu plus à l'aise avec moi-même, je suis plus en phase avec moi-même, et en plus, en termes de création de contenu, si on parle de point de vue très, basique, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui attendent ça aussi, qu'on leur parle comme ça, qu'on leur montre ces sujets-là et finalement, c'est pas tant une niche que ça aujourd'hui. On nous fait croire souvent que quand on dit niche, on va avoir 2 personnes qui vont s'y intéresser parce que, ouais, les Antilles, les outre-mer, les combats indépendantistes, l'écologie décoloniale, ça intéresse que 4 personnes dans un colloque et en fait, je me rends compte que ça intéresse plein, 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 plein de gens, ouais. Il y a plein Totalement. de gens. Et je le constate aussi quand je vois tes publications, notamment sur Instagram ou sur YouTube. Je vois dans les commentaires, Mmh. je vois des gens que je ne vois pas sous d'autres contenus que je consomme Mmh. aussi et que j'adore. Mais Ouais, ouais. voilà, c'est Mmh. des gens qu'on voit pas ou qui sont invisibilisés ou noyés dans la masse dans les C'est contenus, je ça. sais pas, de Mediapart ou d'autres. Et Voilà. donc, c'est assez important qu'il y ait cet espace-là où ils se sentent vraiment concernés de manière directe, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, trop heureux d'avoir sauté le pas, trop heureux de pouvoir le faire. Et puis j'ai envie de dire, on n'est peut-être pas assez nombreux et on est s'il y a d'autres gens qui écoutent ça et qui se posent la question et qui se disent: «Ouais, ce serait bien que je fasse un truc, je sais pas, pour parler, je sais pas, des Iraniens de France ou de ce que c'est qu'être, je sais pas, de Mayotte et être de gauche à Mayotte», ça va être un sujet. Des Grave. trucs comme ça, tu sais, on se dit que c'est de niche, mais en fait non, allez-y parce qu'en fait, on est énormément à être curieux de ça, à vouloir connaître vos vécus et parlez-en, quoi. Totalement, mais ça fait une très bonne conclusion à ça. Merci à toi, Samo. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait tellement plaisir de parler avec toi de ça, donc merci beaucoup. Bah, je suis ravi, merci de t'être plié à cet exercice-là. Et puis, on te retrouve évidemment dans les contenus dont j'ai parlé et dont les liens seront évidemment en description. Yes, merci. Ciao. Ciao.